Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 25. La vengeance du ninja. Salut les aventuriers et bienvenue au 25e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Voilà, ça fait un moment, mais on est de retour. Alors comme toujours, moi c'est Xavier et à mes côtés cette fois... Fred, salut à tous. Salut Fred, comment ça va ? Bah ça va, content de t'avoir ce soir. Bah tu sais ce qui s'est passé, hein, on va pas revenir là-dessus. Ouais, c'est vraiment difficile là ce qui est arrivé à Paris. Donc les attentats, les attaques terroristes dans plusieurs quartiers de Paname, ça nous a beaucoup touchés. On aimerait envoyer toute notre sympathie avec Fred aux victimes, aux familles, et on vous envoie le plus de ce qu'on peut faire, hein, de vœux de soulagement, d'aide, ce qu'on peut faire. Donc c'est assez difficile à en parler même, Fred. Bah je pense que moi je vis sur Paris, hein, donc on va tous avoir quelqu'un dans notre entourage qui va être impacté. Il y a tellement eu de morts, de blessés que forcément on va tous en entendre parler. Donc c'est et là bon après sans rentrer dans les détails, mais c'est les moyens mis en œuvre, c'est des attaques kamikazes sur le propre sol français, des armes de guerre, et là c'était vraiment fait pour un carnage. Et tout le monde peut se sentir visé. Tout le monde dit ça aurait pu être moi. Moi, la preuve, je devais aller au Bataclan, par exemple. Et ça te fait réfléchir. Bon, après, on va pas se laisser abattre par 7 petits hommes ridicules avec des gros flingues. Et puis on va continuer à vivre. Et puis à la fin. Ah, c'est ça, c'est bien dit. Hein. Voilà, liberté, égalité, fraternité. On se tient tous dans la main. Et surtout, ouais, pas se diviser, pas se mettre les uns contre les autres, parce que ça serait faire leur jeu, et puis on va pas s'arrêter. Exactement. Voilà, on reste unis, tous ensemble, hein, français, et on se laisse pas abattre par le mal. Et aussi à l'extérieur du pays, voilà, il y a aussi eu des attentats à Beyrouth. Donc, on voudrait envoyer aussi nos sympathies, pareil aux citoyens de Beyrouth, hein, Fred. Donc, on sait que c'est difficile aussi. Donc voilà, pour ces deux villes. C'est pas un problème franco-français, hein, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial, ouais. Et côté désastre mère nature, voilà, au Japon aussi, il y a eu un énorme tremblement de terre. Donc décidément, en 24 heures, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et voilà, ces 3 grandes villes touchées par différents cas, mais voilà, beaucoup de tristesse partout. Donc c'est pour ça, on va s'aérer la tête et on va parler de quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà, justement, ce qu'on peut faire nous au podcast dont vous êtes le héros, c'est, voilà, on va parler d'aventure, on va se remonter le moral. Comme tu dis, Fred, on se laisse pas abattre. Et pour cela, dans ce numéro 25, on va discuter de cette série des livres dont vous êtes le héros qu'on nous demande depuis un moment par les courriers des lecteurs. C'est donc La Voix du Tigre, hein, Fred? La Voix du Tigre. C'est ça, La Voix du Tigre. Donc c'est parti. Alors avant cela, ce numéro 25, on va le consacrer plutôt aux écrivains qui sont donc Mark Smith et Jamie Thompson. Voilà, Jamie Thompson. On va donc discuter de leur histoire, comment ils sont arrivés à créer justement la saga de La Voix du Tigre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la saga de La Voix du Tigre? Pour ceux qui sont fans, ils savent très bien qu'elle a revécu il y a pas longtemps via un Kickstarter. Donc bref, on va parler de tout ça. Et donc le prochain numéro, ne vous inquiétez pas, il sortira très rapidement après l'autre. Voilà aussi, je sais que j'ai eu quelques courriers, les gens me demandent mais qu'est-ce qui se passe au podcast, Xav? Tout va bien? Oui, tout va bien. Merci les auditeurs, tout va bien. C'est vrai que c'est juste, c'est le travail qui nous rattrape par les jambes. Et comme j'ai dit à quelqu'un récemment, voilà, c'est quelque chose qui nous tire vers le néant, qui nous empêche de se remettre sur la créativité. Mais voilà, hop, on se remet debout, on se remet à la créativité et on fait des nouveaux podcasts. Donc c'est reparti. Et la bonne nouvelle, c'est que La Voix du Tigre, il y a 6 livres. Il y a 6 livres. Alors ça, c'est la surprise, Fred. Je crois qu'on va les enchaîner. C'est le principe. Le premier m'a bien botté. Ça m'a beaucoup fait plaisir de rejouer ce genre de truc. Et ouais, on a envie de connaître la suite et surtout voir le perso évoluer parce que
C'est ça qui est sympa aussi dans ce bouquin. C'est ça, c'est comme les loups solitaires ou d'autres livres, on continue à jouer le même personnage et donc on a une fiche de personnage comme dans un jeu de rôle qui évolue avec nous avec des XP, de nouveaux attributs, de nouveaux items. Donc forcément c'est une aventure assez sympa à jouer. Ok Fred, avant d'attaquer justement l'histoire de Mark and Jamie, je te propose qu'on commence par le courrier des lecteurs. Oui, ok, ça, ce sont courrier des lecteurs. Courrier des lecteurs. Alors, commençons par un courrier de Charles C. Alors, avant tout, Charles, merci beaucoup de ton écoute, ça fait vraiment plaisir. Et Charles nous demande justement une petite question où on fait un retour rapide sur le manoir de l'enfer. Voici ce que Charles a à nous dire. J'avais entendu à l'époque une anecdote que vous pourrez peut-être me confirmer. On m'avait affirmé que si nous assistons au sacrifice, quels que soient nos futurs choix, tout nous menait à une mort certaine, sans possibilité d'échappatoire. Avez-vous entendu parler de cette rumeur ? Alors Charles, excellente question, une anecdote vraiment intrigante. Alors je t'admets que je me suis attaqué aux recherches, j'ai fait plusieurs fois les paragraphes du livre. Une fois que je suis tombé sur le sacrifice, je sais pas si ma version du livre me l'a permis ou pas, mais je suis sorti du manoir. Alors j'ai peut-être raté un paragraphe, je t'admets que je le faisais rapidement pour le lire, donc je vais me réattaquer dessus pour te confirmer ça dans le prochain numéro. Fred, une idée toi sur le sujet ? Bah moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu des choses trappes sur certains trucs. Moi littéralement dans La Voix du Tigre, il y a un endroit où je me demande si on n'est pas obligé de se fighter ou de perdre. Hein, donc moi je pense que c'est un peu dans la psychologie du bouquin, des fois, des livres dont vous êtes les héros. Ah oui, ça joue beaucoup sur nos choix, de nous mettre dans des situations où, on est foutu d'avance, hein. Donc, en fait, il y a des endroits où faut pas aller, quoi, des fois, j'ai l'impression. C'est ça. Alors, pour les old school gamers, les joueurs de Sierra, Fred, est-ce que tu as joué au jeu Sierra sur PC ? Les King's Quest. Non, les point and click, c'est ça ? C'est plus, c'est avant le point and click, en fait, c'est le parsec, c'est avant qu'il y ait un curseur sur l'écran, on bougeait au clavier notre personnage, donc ça revenait au même principe que les LucasArts, donc les point and click, mais on n'avait pas un menu avec des icônes pour sélectionner, ramasser, activer, et il y avait un parsec c'est une petite fenêtre qui apparaissait sur l'écran, et on devait taper ce qu'on voulait faire, donc c'est le jeu enregistrer des mots-clés comme aller à gauche, à droite, nord, sud, est, ouest, ramasser, courir, ouvrir inventaire, bref. Après, il y a eu le point and click où tout est apparu sur l'écran côté graphique, ce qui était plus rapide à jouer. Mais donc bref, ce que je voulais dire, j'étais en train de s'écarter du sujet des ninjas. Ce que je voulais dire, c'est que il y avait une difficulté incroyable des Sierra, c'était très connu. On pouvait foutre en l'air sa campagne, en fait son jeu, juste en oubliant quelque chose, et le jeu nous proposait de continuer à jouer. Et au bout de 2 heures de jeu, on se rendait compte que merde, on n'a pas d'item, on peut pas retourner en arrière le ramasser, et on est foutu. Ouais, donc faut être motivé pour recommencer, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tu pouvais télécharger des jeux par streaming. T'avais un jeu quand t'étais gamin qui avait sur l'ordi de ton père et t'y jouais et puis voilà, quoi. C'était ton week-end. C'est ça. Avant les jeux, ils avaient des durées de vie en centaines d'heures de jeu. Maintenant, quand ils font 10 heures, on est content. Donc. Et puis même, tu sais, au bout d'un moment, quand tu restes coincé, il y a tellement de jeux aujourd'hui que l'envie de passer à autre chose est très simple à ne pas résister. Hein. Enfin voilà. Donc, écoute Charles, on nous recolle là-dessus. Et puis j'essaye de trouver justement la réponse. Auditeurs, si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous écrire, et puis on le partagera, comme ça Charles sera calé. Oui, je pense que les auditeurs, ils ont la réponse. Ouais, c'est sûr et certain. Ouais. On a d'excellents fans bien ardus qui écoutent le podcast et ça fait grand plaisir de savoir. Souvent, on m'envoie des courriers et j'adore lire ça, mais qui me recorrigent sur des choses que je le pensais. Je me dis, ah mince, je me suis complètement gouré, mais c'est tellement intéressant à lire. Je me dis, mais c'est incroyable comment ça va aussi loin sur les aventures, toutes ces petites anecdotes, ces petites solutions, plein de choses qu'on ne savait pas, quoi, qui sont cachées. Donc, vraiment excellent. Et donc, on a un deuxième courrier de quelqu'un qui ça me fait vraiment plaisir, qui nous a écrit. C'est quelqu'un du Scriptarium. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Scriptarium travaille sur le jeu de rôle Défi Fantastique qui se base sur l'univers des livres dont vous êtes le héros, de Steve Jackson et Ian Livingstone, sur l'univers d'Alancia. Et c'est aussi là, ils sont en train de refaire comment ça s'appelle ? Ils sont en train de remettre à jour la saga Sorcellerie avec Gallimard. Donc une personne du Scriptarium, à ma connaissance justement, Thomas Reich,
Thomas, j'espère que j'ai pas écorché ton nom de famille. N'hésite pas à m'écrire un mail si c'est le cas. Thomas Reusch. Reusch, ouais, bah c'est ça. Fred, comme tu parles un peu allemand, bah même plus qu'un peu, non? Non, plus maintenant, Thomas Reusch. Reusch. Est-ce que c'est allemand pour toi, ça d'origine? C'est possible. Voilà. Ça ressemble ESCH, oui. J'espère que ce l'est, parce que sinon Thomas il est en train de se dire mais qu'est-ce que vous faites les gars là? Sauf ça. Ouais. Ok, Thomas, merci beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir de savoir que une personne du Scriptarium nous écoute. Et Thomas, justement, voilà, je suis entré dans une conversation avec lui et il a pas mal d'infos qu'il aimerait partager. Je lui ai demandé justement s'il pouvait partager des infos de ce qui se passe chez le Scriptarium comme nouvelle, sur quoi ils sont en train de travailler. Et Thomas, bien sûr, m'a écrit un excellent mail, plein d'informations, que voilà, je vais partager avec vous, auditeurs. Fred, t'es chaud? Bah ouais, c'est très intéressant ce qu'ils font. C'est très intéressant. C'est des fans qui aident les éditeurs à sortir d'une version parfaite. C'est ça, c'est des fans qui sont dans le milieu professionnel de la réédition, dès l'édition tout court. Voici ce que Thomas a à nous dire. Alors, l'explication du travail de Scriptarium avec Gallimard. Pour le sujet qui nous intéresse tous, les livres dont vous êtes le héros, nous continuons notre travail de relecture avec Gallimard. Celui-ci est donc bénévole et volontaire. Pour ce faire, nous épluchons littéralement les livres, à la fois les VF et les VO, et faisons nos remarques à Gallimard. Ça va de la simple coquille à une incohérence des paragraphes, voire à une incohérence avec le sacro-saint canon, par exemple un fleuve qui devient une rivière ou une ville qui change subtilement de nom ou de position. Nous pointons également les illustrations manquantes, en VF par rapport à la VO, et c'est entre autres pour ça que, dans ces nouvelles éditions, la série Sorcellerie a vu son nom, livre des formules agrémentées des belles illustrations que les Anglais ont toujours eues et pas nous. Autre exemple, pour une raison inconnue, les illustrations des Collines Maléfiques étaient les images miroirs des illustrations originales. Et personne ne sait pourquoi. Ça, je me souviens, Fred, quand je lisais le livre, ça faisait vraiment bizarre. Avec la version anglaise et la version française, ouais. Ah oui. Alors Thomas continue, justement. Elles ont retrouvé leurs orientations d'origine dans la dernière édition. Pour ces relectures fines, nous partons vraiment de zéro. Nous savons évidemment qu'il existe des errata sur Internet, justement avec l'aide de Planète Livre dont vous êtes le héros et la Bibliothèque des Aventuriers, rendons à Zagor ce qui lui appartient. Et nous les consultons, mais nous relevons aussi de nombreux autres détails. Tous les points soulevés sont attentivement étudiés par Gallimard, qui nous fait l'honneur de se pencher dessus. Franchement, il pourrait largement se contenter de republier en état, sans se fatiguer ni se donner un gros boulot en plus. Mais ils nous font confiance et nous en sommes fiers. À ce sujet, ils ne peuvent évidemment pas tout prendre en compte. Ils doivent respecter l'œuvre d'origine, bien entendu, et donc les modifications doivent rester mineures, mais aussi le travail du traducteur initial. C'est pourquoi les modifications profondes ne peuvent pas être impactées. Par exemple, toujours dans les Collines Maléfiques, quand vous arrivez dans une taverne, pas pour spoiler, vous parlez à un homme. Celui-ci vous baragouine une phrase incompréhensible qui montre qu'il est fou. Les payabagabo, quelque chose dans ce sens-là. Cependant, dans le livre anglais, il a certes une conversation décousue, mais il dit quelque chose qui existe. Snatakat. Ce n'est pas un onomatopée dépourvu de toute signification, mais bien le nom d'une créature. Ça n'a aucun impact sur l'aventure, mais c'est un détail qui méritait d'être soulevé. Alors voilà, comme nous dit entre parenthèses Thomas, mais nous sommes de grands pinailleurs chez Scriptarium. J'en profite pour corriger une erreur bien compréhensible, ce n'est pas le Scriptarium, mais bien Scriptarium tout court, avec un très grand smiley. Et donc voilà, Thomas, merci beaucoup pour ces explications. Tu vois, dans le dernier numéro, Fred, j'avais lu les Collines Maléfiques et j'avais donné une petite critique dessus en disant ouais voilà, y a pas trop de changements, c'est un peu la même chose, mais ça fait plaisir dans l'édition. Et en fait, je me suis complètement gouré. J'ai fait n'importe quoi là-dessus. Je me suis même pas penché en fait sur le fait des premières éditions des livres dont vous êtes le héros, de Folio. Comme quoi il y a eu un énorme boulot de Scriptarium dessus. Comme nous explique Thomas, plein de choses vraiment excellentes qui ont été rajoutées, approfondies. Un très beau boulot. Alors non seulement les livres sont plus grand format, mais justement ils ont beaucoup plus de choses à l'intérieur. Donc comme quoi ça vaut vraiment le coup si vous êtes fan, et je sais que nous sommes beaucoup les fans de la série de Steve Jackson, Sorcellerie. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup de se procurer les livres de Scriptarium. Donc Thomas, merci encore, merci beaucoup de ton écoute. Et puis des explications sur votre boulot. Voilà, c'est vraiment intriguant. Donc voilà, merci. Et Fred, une dernière chose, non ? Ne serait-ce que juste pour les illustrations, c'est super intéressant. Hein. Ouais, c'est vraiment super. Ça, c'est vrai que le boulot qu'il met là-dessus, le nom, comme nous dit, tout ce qui est le canon de l'univers,
c'est parfait. Voilà, merci encore Thomas, et puis à très bientôt, via courrier, c'est sûr. Alors Fred, une dernière chose dans le courrier des lecteurs. Là c'est plus une annonce à faire sur les sites que nous sommes fans. Nous souhaiter, ça fait un petit moment là, quelques semaines, mais voilà, un joyeux anniversaire au site web Planète Livre dont vous êtes le héros. Voilà, ça fait anniversaire à eux. Ouais, super. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, Fred? Aussi qui célèbre l'accomplissement d'un sort de GIG. C'est ça, un petit sort de JIG, ouais, parfait. Un petit gig, voilà, donc ce qui nous oblige à danser. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'être obligé de danser pour Planète, livre dont vous êtes le héros, là c'est sûr. Mais voilà, c'est la fête, tout le monde danse, allez. Super la musique, si ça le sort, il t'oblige à chanter aussi. Et on me l'a fait une fois dans un jeu de rôle, c'est horrible comme sentiment. Oh, t'as l'ennemi qui arrive et tu danses les gigs et tu peux rien faire. Mais on veut pas faire quelque chose d'horrible, Planète, livre dont vous êtes le héros. Après, je dansais mal la gigue, mais si tu sais bien danser... voilà, c'est ça. Bah écoute Fred, pour se mettre dans l'ambiance du ninja, je te propose qu'on s'écoute une musique de Jupiter 8. Ça marche. Allez, on s'écoute Ultra Ninja Opening. Allez, je te dis à toutes. À toutes. Ça entraîne la musique, là. Ça fouette. Allez, Fred, discutons justement du livre, de la saga, La Vengeance. On va parler du premier livre, La Vengeance du Ninja, mais parlons avant tout de La Voix du Tigre, ses origines. Alors, La Voix du Tigre, c'est une série de livres-jeux écrits par Mark Smith et Jamie Thompson, basés dans le monde de Orb. Le lecteur joue le rôle d'un jeune guerrier moine ninja nommé Avenger, sur sa quête de vengeance de l'assassin de son père adoptif. On doit récupérer les parchemins de Kitsune et faire face aux démons du monde qui cherchent à tout prix de nous anéantir. Alors Fred, le monde de l'Orbe, il a été créé et illustré par Mark Smith pour sa campagne de Donjons et Dragons qu'il masterisait quand il était élève à la fac de Brighton College au milieu des années 70. C'est assez intéressant parce que beaucoup de ces livres dont vous êtes le héros, c'était des campagnes de Donjons et Dragons
qu'ils ont ensuite adapté en livre-jeu. Et on peut se souvenir de cet exemple-là pour, si je me trompe pas, c'était Joe Dever, qui avait fait la même chose avec Loup Solitaire, pour les seigneurs Magna Kai. Et puis là, récemment, j'avais montré une petite photo pour ceux qui suivent la page Facebook de Tossetti sur les podcasts dont vous êtes le héros. Le coffret qui est sorti de Lone Wolf, il y a aussi les éditions de Megara. Et puis là, il y a un nouveau coffret qui est sorti, designé par Joe Dever, assez sympa, avec plusieurs livres à l'intérieur, old school, un peu comme les anciens Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est assez intéressant, tous ces univers qui ont été créés de base pour du Donjons et Dragons, et puis voilà, qui ont carrément trouvé leur propre système par la suite. Franchement, je trouve que c'est le kiff de pouvoir faire un truc de ses propres jeux de rôle. Franchement, le kiff, quoi. Tu peux te prendre tes scénarios que tu fais avec tes potes, tu les retranscris, ça fait des aventures que tout le monde peut jouer. Ouais. Franchement, c'est le grand délire. Hein. Et j'en profite, je voulais juste toucher un petit mot là-dessus à nos auditeurs. Je sais que nous sommes tous très créatifs, nous jouons à des jeux de rôle, livres-jeux. Je suis sûr qu'on a d'autres passions, la peinture miniature. Voilà, on fait beaucoup de choses créatives. Certains d'entre vous, je suis sûr, ont des idées et du potentiel. Des fois, ça m'arrive de discuter avec des potes. Ils ont des sacrées campagnes de jeux de rôle. Et j'aimerais insister là-dessus, les gars. Moi, je vous propose vraiment avec le self-publishing, donc voilà la publication soi-même qu'on peut faire sur le web. N'hésitez pas à publier vos aventures ou les adapter en livre-jeu si cela, bien sûr, vous tient à cœur. Parce que dans le monde d'aujourd'hui que nous vivons, nous pouvons largement publier quelque chose sans devoir avoir un agent, toucher une presse pour imprimer sur papier. On peut faire via plein de sites web. Et on peut publier des aventures soi-même. Voilà, donc si vous avez des idées, vous les partagez avec le monde, le podcast dont vous êtes le héros vous fera la promotion pour votre livre. C'est sûr et certain, moi ça me fera plaisir de partager pour tous l'amour que nous avons des livres-jeux. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un PDF ou une version imprimée, comme vous le souhaitez. Et pour Fred, Fred, Ludo, et puis moi, ça nous fera un grand plaisir, Fred, de lire les aventures des gens. Et puis voilà, et de partager justement le travail que vous avez fait. Donc voilà, je voulais juste toucher ce mot-là parce que c'est comme ça qu'ont commencé les grandes aventures, les grandes sagas, que ça soit Joe Dever, Mark Smith. Je suis sûr que Steve et Ian ont commencé comme ça. Franchement, quand on regarde Mark Smith et Joe Dever, leur début comme ça, voilà où ils en sont maintenant. Donc ça vaut le coup et c'est encore plus facile aujourd'hui de partager et de faire un produit sérieux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et grand bonheur pour nous de pouvoir vous aider via notre podcast. Ok Fred, replongeons dans le monde de l'orbe. La grosse orbe. La grosse orbe. Alors Orbe a aussi été utilisé par les mêmes écrivains pour un livre de la saga Défi Fantastique. Voilà, Fighting Fantasy de Steve et Ian, et celui-ci est intitulé, très connu, on en a déjà parlé dans le podcast, Le Talisman de la Mort. Voilà, le fameux cavalier qui a des savates aux pieds. Je blague pas. C'est des babouches. Oui, c'est un dessin dont tu m'avais parlé. Ouais, c'est des babouches, c'est pas des savates. Ils portent des babouches. Excellent. Donc c'est intéressant de voir que le monde de l'orbe a été partagé dans les défis fantastiques. Alors celui que nous allons discuter dans le prochain podcast s'intitule La Vengeance du Ninja. En anglais, le titre d'origine est Avenger avec un point d'exclamation. Il est sorti en 1985 en Angleterre et puis juste 2 ans plus tard en France, voilà en 87. Ouais, la série, on l'a vu, en fait, la série s'est étalée sur 2 ans en Angleterre, de 85 et 87. Il y a eu 6 volumes, donc, dans ce laps de temps de 2 ans. Comme on disait, donc, le personnage, on le garde au fur et à mesure de l'aventure, parce que chaque volume se suit et on évolue au travers de chacun des épisodes. Donc on verra une différence entre les noms en français un peu longs et l'efficacité des noms anglais. Donc en anglais c'est Avenger 85, donc traduit par De Golf chez nous de l'anglais au français sous le titre La Vengeance du Ninja. Donc le deuxième titre Assassin, les parchemins du Kitsune en 85 toujours. Usurper en français l'usurpateur d'Irsmin. Le quatrième Overlord, donc le grand maître d'Irsmin Bessat, qui a été traduit par Arnaud Dupin de Bessat en 87 chez nous, le Seigneur de guerre Warbringer en 86-87 chez nous, et le dernier Inferno, traduit chez nous en 88, sorti en 87, et chez nous ça s'est connu sous le titre Les démons de Manchmar.
Alors intéressant aussi de voir les traducteurs, donc De Golf qui a traduit le premier, deuxième et le 5e volume. Voilà, une petite pause de Golf, et on voit bien que les volumes 3 et 4 sont traduits, comme tu l'as dit, par Arnaud Dupin de Baysat, et donc le 6e volume qui est traduit en France par Dianel Pliocénic. Voilà, donc vraiment intéressant le boulot de les traducteurs qui ont travaillé sur la série. Alors justement le sixième, le dernier volume de la saga finit sur un cliffhanger. C'est horrible. Ouais. Hein. C'est horrible. Alors il y a différentes théories, hein. On reviendra peut-être dessus. Il y en a qui ont dit qu'ils, comme ils avaient la tête ailleurs, ils ont un peu bâclé le travail. Eux, il semble dire que c'était plus ou moins prévu. C'est ça, Mark Smith a confirmé que c'était prévu en sorte justement de créer la fin définitive du Ninja Avenger. Mais c'est horrible quoi. Pourquoi faire ça aux fans? On en discutera quand on sera arrivé au 6e. C'est ça. Alors Fred, raconte-moi un petit peu l'histoire, qu'on aille un peu plus loin sur Mark et Jamie. Oui, alors ce qui était intéressant, on disait qu'ils avaient développé les histoires de leur propre jeu de rôle, donc en fait il n'y a pas de mystère, ils sont connus pendant leurs études, hein, ça a été des amis avant d'être des auteurs, des co-auteurs. Donc oui, ils se sont rencontrés, donc on avait dit sur les bancs de l'université à Brighton, donc c'est ça. Ils ont fait tout, ils ont collaboré ensemble sur La Voix du Tigre, donc ces 6 bouquins-là. Et ils ont aussi fait donc certains livres d'aventure, dont on a peut-être déjà parlé tout à l'heure, je sais plus, qui sont Duel Master et Falcon. Comme on dit, donc il semblerait que ils avaient des nouveaux contrats pour cette maison d'édition, et que en fait c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un peu bâclé La Voix du Tigre. Bon, il semblerait que la suite ne confirme pas cette théorie. Sinon, après, plus particulièrement, on a déjà parlé, Mark Smith, il avait écrit Le Talisman de la Mort, qui a été aussi fait partie des livres dont vous êtes le héros, ainsi que une série qui n'a pas été traduite en français, je pense, les Virtual Reality. Alors si, elles ont été traduites en France, Fred, c'est la saga Destin. D'accord. Alors Destin, justement un livre assez difficile à collectionner pour ceux qui se font les collections des livres dont vous êtes le héros, c'est Le Pirate des Sept Mers, donc voilà, qui est prévu au programme aussi, que nous allons discuter. Mais voilà, d'autres livres aussi de la saga Destin, comme L'Étoile de la Destinée. Voilà, donc les comment tu dis, virtual reality. Voilà, les virtual reality qui avaient un titrage sur les couvertures en perspective 3D stylé sur PC, c'est ça? Ouais, bah ça m'étonnerait pas, ouais, ça va être ça. Bon, faut dire que donc il est parti de Donjons et Dragons, il a été un grand fan de Heroic Fantasy, et on peut dire que maintenant il est un peu sorti du milieu, il s'occupe un peu de testing pour software, et il vend des assurances, je crois, de défiscalisation. Donc le bonhomme, voilà, il a fait son bonhomme de chemin. Moi, j'ai plus des affinités avec Jamie Thompson, qui déjà respect, il a travaillé à la rédaction de White Dwarf, hein. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Bon, c'est l'amour qu'on a ici pour Games Workshop. Moi, ce qui m'avait marqué quand on avait fait la réunion avec les fans, quand on était sur Paris, tu t'en souviens, c'est qu'il y avait des attentes autour de l'univers Warhammer 40 000 qui est un peu éloigné du livre dont vous êtes le héros, mais qui est un peu fait par les mêmes créateurs, ce serait peut-être pas mal de se pencher sur cet univers une fois. Ouais. Bah écoute, pendant que tu y es là, juste petit aparté rapide, Team On Games a sorti récemment un livre-jeu via tablette, un smartphone, sur l'univers Warhammer 40 000 où nous incarnons, je crois qu'on incarne un Terminator Salamander. Ils sont à la mode les Salamanders en ce moment. Bah c'est... Fred, tu joues quoi déjà toi comme orc? Moi je joue les Goffs. Les Goffs, et moi je joue justement les Space Marines Salamander. Retournons sur oui. Mark et Jamie. Sur Jamie, donc rédacteur à White Dwarf de 80 à 84. Le mec est créatif, qu'il était tellement créatif qu'ils lui ont proposé de faire un jeu estampillé Games Workshop qui s'appelle La Tour du Désespoir, Tower of Despair. Alors moi perso, j'ai pas réussi à trouver de référence sur ce jeu-là. Peut-être que c'était un donjon hack and slash classique, je sais pas, faudrait voir. Sachant qu'après par la suite, il y a beaucoup de jeux de donjons qui sont sortis sous la marque Games Workshop. Hein. Ça me fait penser à l'extension donjon de Talisman, mais je pense pas que ça soit ça. Hein. Non, ça peut être tout simplement ce qui n'est pas les HeroQuest, mais ce qui est sorti après par la suite par Games Workshop avec des belles figurines, avec un héros différent. Ouais, comme Mordheim là récemment sur PC qui est sorti.
comme on est complètement dans l'univers avec Jamie de Warhammer. Hein. Donc après, le mec, lui, il a écrit pas mal de plusieurs trucs. Il a fait aussi des livres-jeux avec un univers ouvert en fait où il n'y a pas forcément d'histoire, mais que il n'y a pas de but en fait. C'était des livres qui vous laissaient faire vos choix et être dans un univers ouvert et sans qu'il y ait un but final. Et donc c'était la série des Fable Land. Oui, et ça nous allons en parler justement plus tard dans le podcast On le héros, parce que Fable Land a eu une renaissance sur Kickstarter. C'est ça, qui a une base de fans, il semblerait, qui a un peu de nostalgie, il semblerait qu'ils veulent faire un jeu, se baser sur cet univers-là, ouais. Ce grand monsieur a publié d'autres choses, hein, donc la série des Duel Masters aussi qui est sortie, il a écrit 4 bouquins. Eternal Champion, après ça c'est des jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir que le monsieur, après les livres-jeux, il est rentré dans l'univers des jeux vidéo et il a travaillé pour le studio Eidos. Donc Eidos qu'on connaît surtout par sa tête de gondole, hein, Lara Croft. Mais aussi Death Trap Dungeon. Death Trap Dungeon, oui, ça doit être c'est peut-être ça qui a donné envie de travailler pour ce studio-là. Et bon, ça c'était juste après, donc c'était au début, milieu des années 90, fin des années 90, et après cette expérience chez Eidos, il a décidé de créer son propre studio de développement dans les jeux vidéo pour sortir un wargame qui s'intitulait Warrior King en 2002, et il y a une suite en Warrior King Battles en 2003. Bon, qui ont des jeux qui ont eu qu'à l'époque étaient respectés. Bon, après, c'était pas une grande boîte d'édition, ils ont pas doublé la mise, mais bon, sur 2-3 ans, ils avaient de bons produits. Bon, ça ressemblait un peu aux jeux de Warhammer Battle qu'ils font maintenant, donc des jeux très honorables. Et on voit qu'il est resté dans cet univers d'Heroic Fantasy, quoi. Mm. Sachant que avant, la série de La Voix du Tigre avait été elle-même adaptée en jeu vidéo dans les années 80 sur les bécanes qui étaient chères à nos cœurs. Hein, tu les connais aussi bien que moi. Je crois que c'était, il y a une version de l'Amstrad et surtout le Commodore 64. Ouais, et puis même, il y a peut-être une version aussi pour les trucs obscurs dont j'ai oublié le nom. Ah, le PC Junior. Non, le truc ZFX graphique ou je sais pas quoi là, non. ZX Spectrum. Ouais, ZX Spectrum. Ça m'étonne pas. Les ZX Spectrum, c'était la console sortie tout droit de l'Angleterre, donc beaucoup de jeux étaient développés dessus. Voilà, c'est ce petit rectangle qu'on connaît, rectangle clavier, voilà, où on insérait tout sur les côtés, connecté à la télé. Donc ouais, ça a été adapté par Gremlin Graphics. Moi, je sais quand j'ai revu leur logo là dans les années 80, ça m'a fait plein de souvenirs. Hey. Ouais, c'était une boîte. Elle était connue entre guillemets parce que c'était pas le marché du jeu vidéo, c'était pas le marché comme actuellement. Mais ouais, c'était une boîte où on savait qu'ils sortaient des jeux. Et alors le premier Rise of the Tiger, c'est un pur beat'em all, monochrome, j'ai envie de dire presque. Classe. Alors on peut faire un entraînement au bâton, ou bien après c'est une espèce de beat'em all où on avance dans un décor et on fight tout ce qui passe. Bon, après, il faut savoir que les jeux de l'époque, c'était comme limité, donc c'était coup de pied ou coup de pied sauté, en gros. Vous pouvez s'accroupir à donner un coup de poing dans les burnes. Ça donne à peu près ça. Et après, on pouvait jouer des heures, hein. C'est coup à la Johnny Cage, pour ceux qui connaissent Mortal Kombat 1. Ouais, il faisait pas le grand écart, mais il tape. Après pour l'époque, franchement, je pense que c'est un jeu j'aurais aimé jouer, il était bien fait. Et donc il y en a un deuxième qui est sorti un peu plus tard. Donc tout ça, ce qu'on vous parle, là, c'est dans les années 80. Hein. Way of the Tiger 2. Là, qui était un peu plus, qui a suivi un peu la mode, où c'est un peu la mode des gauntlets ou Zelda-like, où c'était un peu vu par-dessus, et on avait son gros sabre et tous les ennemis qui se présentaient, d'ailleurs ridicules. Il faut beaucoup moins peur que ceux du livre. Il peut passer un mauvais quart d'heure, et puis c'était le même principe que Gauntlet et Zelda. Vous rentrez dans une porte, ça vous mettez dans un nouveau niveau, et ainsi de suite, quoi. Chasse au trésor et à l'équipement. Donc La Voix du Tigre, ça a quand même eu une notoriété dans les années 80. C'était une bonne franchise, quoi. On la retrouve avec plaisir. Ah bah sympa tout ça, vraiment intéressant le parcours de Jamie. Hein. Vraiment intéressant. Le mec, je pense que il a plein d'idées en tête. Il faut que ça sorte. Et les jeux vidéo, l'écriture, tout ça, c'est bien. Je crois même qu'il a fait quelques livres pour enfants, pour pré-ados. Voilà, donc il fait de l'édition. Et Fred, c'est pas fini, La Voix du Tigre continue aujourd'hui, car en août 2013, Mark et Jamie ont travaillé avec un éditeur que beaucoup de nos auditeurs connaissent, Megara Entertainment, et ils ont développé avec eux une réédition de haute qualité de la saga du Voix du Tigre.
Donc voilà, la saga revoit une résurrection, pour dire plus techniquement une réédition par le distributeur Megara, et via justement une campagne Kickstarter complètement réussie. Voilà, donc Fred, une remise en page des 6 livres en format un peu plus grand, avec des corrections, les illustrations maintenant colorées et des couvertures cartonnées, voilà, beaucoup plus résistantes pour les pliures, très très beau aussi dans une étagère. Donc vraiment ça fait vraiment plaisir de voir justement Megara, le travail qu'ils ont fait là-dessus, quoi, vraiment du beau boulot. Et 2 nouveaux volumes qui sont sortis dans la série. C'est là où c'est complètement incroyable, hein. Ah ouais, c'est fou, ouais. Donc un numéro 0 intitulé Ninja, qui a ce fameux point d'exclamation. Vas-y, c'est pour toi. Ouais, justement, comme on disait, c'est un peu, quand on regarde les titres anglais de la série, comme tu expliquais plus tôt, Fred, ils ont chacun un point d'exclamation sur les titres. C'est un mot avec un point d'exclamation. Le mot qui résume, plutôt que dire les parchemins de Kid Finn qui font la folie de ta maman. Et c'est ça. C'est Ninja, Redeemer, Warbringer, donc c'est plus simple. Donc le 7e volume, donc c'est Redeemer. Donc, et c'est fou, parce que ça y est, on a enfin un 7e volume. Bah ouais, alors là, celui-ci, est-ce qu'il va faire partie de notre test? On verra par la suite. Ce qu'on peut dire, c'est que tu parlais de Megara. Oui, donc Megara, ils ont travaillé avec l'écrivain David Waters, donc ils ont reçu son accord et sa bénédiction d'ailleurs, et la bénédiction de Mark Smith et Jay Dawson pour qu'ils continuent cette œuvre avec ses propres idées. Et donc cette résurrection-là, elle apparaît en 2014, et je pense qu'on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant, et d'ailleurs, comme on parle de Megara, je voudrais faire un petit coucou à Michael Louis. Michael, salut, merci beaucoup d'en écoute du podcast dont vous êtes le héros. Et aussi, surtout, voilà, j'ai gagné un petit, c'est pas vraiment un concours, mais c'était un petit jeu rapidos sur Facebook, et j'ai pu obtenir le numéro 0 de La Voix du Tigre, de Megara. Oh, cool. Ouais. C'était pas difficile, hein. Et puis ça fait vraiment plaisir parce que voilà, un petit cadeau qui vient de la France, c'est chouette. Et donc voilà, comme ça on pourra se pencher là-dessus. Je pense qu'à la fin de la saga, on s'attaquera aux 2 volumes de Megara. C'est une great idea. Comme ça on finit en beauté. Et donc voilà, donc Megara à très très bientôt. C'est sûr qu'on reprendra contact. Alors Fred, une dernière nouvelle sur la saga du Voix du Tigre. C'est excellent, hein, ça en finit jamais, quoi. Elle est toujours là, cette série. Tant mieux. Si on l'a choisi, c'est qu'elle a quelque chose de spécial. C'est ça, exactement. Et en décembre 2013, l'éditeur Tinman Games, donc voilà le créateur et adaptateur, des livres-jeux sur tablette, smartphone. Donc ils ont aussi leurs propres livres-jeux qu'ils éditent, qui sont vraiment cool, hein, si vous êtes intéressés, voilà, à lire ce que publie Tinman Games. Mais ils ont aussi, ce qui nous tient très à cœur, c'est qu'ils réadaptent les œuvres de Steve et Ian Livingstone sur smartphone et tablette. Donc voilà, comme on en a déjà parlé auparavant, c'est vraiment une excellente initiative. Et ils ont annoncé qu'ils allaient justement adapter les livres de La Voix du Tigre, voilà, avec un nouveau moteur jeu sur leur tablette de celui qu'ils utilisent. Alors le truc, c'est que voilà, ça date quand même de décembre 2013. En 2014, il n'y a pas eu de nouvelles. Pareil pour 2015. Mais on a récemment pu voir, voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, la sortie du livre-jeu Warhammer 40 000. Il y a eu 2 nouveaux livres-jeux de leur propre studio aussi. Et récemment, là, on va en parler un petit peu, mais il y a un nouveau Kickstarter pour le Sorcier de la Montagne de Feu. Alors, le Sorcier de la Montagne de Feu, voilà, on l'a revu et revu. Il y a eu tellement d'éditions. Je sais pas si c'est le livre dont vous êtes le héros qui a le plus d'éditions possible. C'est pas une mauvaise chose, hein, continuons. Mais cette fois-ci, ce que fait Tinman, c'est très intéressant qu'ils adaptent l'aventure en un jeu de plateau, aventure 3D. Donc voilà, Kickstarter réussi au bout, je crois, de 48 heures, incroyable, hein. Là, ça continue à rentrer, c'est parfait. Bah ouais, je pense que ça va amener les anciens joueurs qui ont participé à cette aventure de refaire et de voir les différences et reprendre le goût de leur première conquête, quoi. C'est ça. Ouais. Donc moi je vais me dépêcher de monter ce podcast, puisque forcément là à l'enregistrement toujours pas en ligne, mais j'espère le sortir un peu plus tôt, comme ça je mettrai sur la page web les liens du Kickstarter s'il reste quelques jours pour ceux qui sont intéressés, qui ne connaissent pas, de vouloir y participer. Bien sûr, il y a plein de paliers à franchir si vous voulez obtenir plus de figurines 3D, et je vous conseille vivement de suivre aussi la page Facebook de Tinman Games, où ils sont en train de poster des photos, comment ils sont en train de créer le jeu. Et ce qu'ils font, c'est pour créer les figurines 3D dans le jeu, c'est vraiment intéressant, Fred, ils créent des figurines en résine, tu sais, et puis après ils les mettent dans un scanner 3D qu'ils intègrent après par la suite dans le jeu, et là après ils les peignent en 3D.
Donc voilà, ils me font les mappings et tout. Mais c'est cool comme boulot, comme quoi c'est pas créé tout en 3D, quoi. C'est des vraies figurines qui existent, qui sont transmises en 3D dans le moteur du jeu. Donc très très cool comme boulot. Donc je pense que là ils sont à fond dedans, il se passe pas mal de choses chez Tin Man. J'espère juste que bah voilà ils vont bien sûr sortir la saga La Voix du Tigre. Ça serait vraiment cool. Ça serait bien. Ouais. Ça serait génial, hein, parce que le système, bah justement on va en parler, Fred, le système de baston dans le jeu est assez excellent. Hein. C'est un des points forts même de ces aventures, je pense, avec un vrai système de combat. Mm-hmm. Donc ouais, on peut partir sur les règles. Ouais, je te propose quelque chose avant de partir sur les règles, qu'on s'écoute un petit morceau de musique pour se mettre à fond dedans. Toujours, parce que la musique détend les mœurs, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Fred, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors je sais pas, un truc qui serait vachement dans l'ambiance, qui pourrait nous faire tout oublier. Petit Army of Me de Björk. Ouais, parfait, le remix, hein, super. Allez, c'est parti. You got to
Ah la vache Fred, très bon choix là, ça motive hein. Ouais, ça motive. Army of Me. Ouais, ça donne envie justement de jouer à un jeu vidéo de beat'em all. Alors Fred, discutons des règles de la saga de la Voix du Tigre. Alors c'est un système qui fonctionne avec 2 D6. C'est un système aussi où on se retrouve avec des équipements dans notre fiche d'aventure, que l'on ne peut pas utiliser quand on veut avec leurs propres règles, voilà, elles sont mentionnées dans le livre. Alors, analysons le personnage. Ses caractéristiques. Alors notre héros sur sa fiche a tous ses... la fiche est assez simple, hein, et ce qu'elle nous démontre en tout premier d'abord, c'est toutes ses possibilités d'attaque. Alors on a l'habilité au coup de poing, l'habilité au coup de pied, l'habilité à la mise à terre, les points de destin, la force intérieure, voilà, ça on revient un peu plus tard, hein, ce que c'est, et l'endurance. L'endurance, bien sûr, c'est les points de vie. Alors Fred, rentrons tout de suite dans le combat, parce que c'est ce qui nous est présenté sur la fiche de personnage en tout premier. Ouais, donc en combat, il existe 3 techniques d'attaque différentes. Il y a les poings, avec pareil différentes attaques, 3. Les pieds, où pareil, vous avez 3 attaques. Et les mises à terre, qui sont au nombre de 3. Donc au fur et à mesure de votre aventure, lors de votre évolution, vous obtiendrez plus ou moins des bonus ou malus dans ces techniques. L'important, c'est plutôt d'avoir des bonus, forcément, comme c'est un jeu de dés. Alors, dès que vous avez rentré en combat avec un adversaire, il y a un paragraphe qui vous demande quelle technique vous souhaitez utiliser face à lui. Et à ce moment-là, donc en fait, vous allez découvrir un peu la défense de l'adversaire par rapport à cette technique. Donc c'est une donnée assez importante, sachant que les adversaires, forcément, ils ont plus ou moins des points faibles, ou vu votre gabarit, leur gabarit, des techniques sont plus ou moins à même d'être efficaces. Et mine de rien, il faudra réfléchir et un peu tester ses ennemis avec différentes techniques pour savoir là où il a un point faible. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très très important au niveau des combats, c'est cette variété. Et donc ensuite, le système des combats, donc c'est un système de dés. Donc on lance 2 dés. On lance 2 dés. Si la somme est supérieure à la défense de l'adversaire, on lui inflige des dégâts. Donc là, on retranche les éventuels bonus et malus. Hein. Donc si on a réussi à être au-dessus de sa défense, quand on a réussi un coup, on fait donc les dégâts qui sont pareils avec un dé de 6 pour nous. Donc on jette le dé et le score est retranché de l'endurance de l'ennemi, hein, qui varie aussi de 10 à 20, on va dire. Donc après c'est au tour de l'adversaire. Donc l'adversaire lui peut riposter, il jette ses 2 dés et lui le score dès qu'il est supérieur à notre défense à nous, c'est là qu'il nous touche, d'accord. La seule petite subtilité, c'est que nous en tant que personnage principal, que héros, on peut décider de parer. Donc pour ça, c'est pareil, il faut qu'on jette les 2 dés et qu'on fasse inférieur à notre défense. Donc sachant qu'après la parade, le souci c'est qu'on perd, on a des malus pour les actions du tour suivant. Donc, d'accord, donc c'est un malus de 2 en fait. Donc après, la dernière subtilité de système de combat, c'est les points de destin. Peut-être que tu vas en parler, Xav. Justement, les bonus-malus. Donc ce sont des points qui sont appliqués suivant des techniques qu'on a choisies sur les événements en cours. Donc par exemple, vous pouvez tenter une parade d'un coup adverse réussi, ce qui est parfait, ce qui annule les dégâts en cas de réussite. Mais voilà, vous avez le désavantage lors de l'assaut suivant. C'est sur ce que tu revenais, Fred, justement, là-dessus. Et la caractéristique force intérieure, donc ce qu'on a vu sur la page, hein, ce qui permet de doubler les dégâts, c'est quelque chose qu'on choisit et on doit dépenser justement un point de force intérieure avant de lancer les dés pour savoir justement si le coup porte. Et si le coup porte, voilà, c'est doubler les dégâts, quoi. Donc c'est un coup très très intéressant, mais voilà, on en a pas beaucoup parce qu'on commence avec 5 points de force intérieure. Donc on en gagne au fur et à mesure dans l'aventure, mais voilà, pas autant bien sûr que l'on pense. Donc il faut les utiliser sagement. Oui, on n'en gagne pas beaucoup. Les points qui sont très durs aussi à gagner sont les points de destin, hein, sachant que les points de destin sont utilisés pour appuyer sur le cours de l'aventure quand il y a la chance d'intervenir ou c'est pas vos seules compétences de combat qui seront demandées. Alors on en gagne, on en perd selon nos actions et comment on s'en sort dans cette aventure. Donc, en fait, les points de destin ils nous permettent d'avoir plus de chance lorsqu'on doit tenter notre chance. Donc on jette les fameux 2 dés plus nos points de destin qu'on a en espérant qu'ils soient en positif. Si on fait un score supérieur à 7, c'est plutôt positif, et si on fait un score inférieur ou égal à 6, c'est plutôt négatif. Donc plus on a de points de force, et plus on a de chances de faire des bons scores à ces tests de chance qui rapidement peuvent vous faire passer de vie à trépas. Ça arrive parfois.
Donc les points de force et les points de destin et les points de force intérieure, c'est des trucs qu'il faut vraiment garder pour en dernier recours, on va dire. Ouais, c'est un système de règles de jeu vraiment intéressant. Ça fait quasiment son propre jeu de rôle, hein, à certains moments. Oui, c'est ça. Bah, ça me rappelait les points de destin. Bah, ça s'appelait les points de destin à Warhammer. C'est le jeu de rôle. C'est un peu ça. Alors, et pour compléter son ninja, voilà, bien sûr, sur la fiche d'aventure, on a des notes, mais on a aussi quelque chose c'est tout le principe de notre ninja, de montrer son évolution. C'est les disciplines de la voie du tigre. Donc, au début, le livre nous en propose d'en choisir 3, et on en a déjà une obtenue d'office, qui s'appelle donc le Shuriken Jitsu. C'est ça, très bien dit, le lancement des fameux shurikens des ninjas. Alors, on a aussi d'autres disciplines, c'est l'œil d'aigle. Voilà, l'œil d'aigle, hein, comme ça l'explique, hein, voilà, c'est de voir beaucoup plus précisément les choses. On a l'acrobatie, ça c'est excellent, hein, pour tout ce qui est de grimper, sauter, passer quelque part. Après, on a aussi l'immunité au poison. Donc attention, les ninjas c'est connu, hein, l'utilisation des sarbacanes avec les poisons, très très intéressant dans l'univers. On a la feinte en fait, la mort feinte, donc voilà, de se faire passer pour mort. On a aussi l'évasion, voilà, qu'on se retrouve en tôle ou en prison, il faut falloir se faufiler à travers les barreaux ou faut savoir s'en sortir. On a les fléchettes empoisonnées, donc voilà, comme je disais un peu plus tôt, les sarbacanes avec les différents poisons. On a aussi le crochetage et la détection des pièges, voilà, des sorts très très utiles pour des ninjas. Et sur celui que je revenais un peu plus tôt, là, sur l'acrobatie, bah voilà, on a l'escalade. Donc l'escalade, ça nous permet de porter, je crois que ça s'appelle des points de chat ou des oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. On les a en fait, mais on peut vraiment les utiliser que. Voilà, si on a la compétence. Donc escalade, ce qui nous permet justement d'utiliser ces fameux gants ou des savates qu'on met au pied avec bah voilà des pics, des pointes qui nous permettent de grimper toute surface assez raide. Donc voilà, Fred, qu'est-ce que t'as pris comme pouvoir, toi? Alors moi, bah, j'ai pris œil d'aigle justement, parce que trop stylé. Évasion parce que en dernier recours ça peut toujours servir. Ouais. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc, alors j'ai pris crochetage aussi. Ok. Écoute, moi j'ai pris l'acrobatie. Parce qu'en tant que ninja, c'est très important, hein, de savoir sauter, se faufiler partout. L'escalade, parce que bah voilà, il faut savoir être, comme on dit, stealth. Hein, il faut savoir passer partout sans se faire apercevoir. Et puis voilà, le dernier que j'ai pris, c'était crochetage et détection des pièges. Alors voilà, en fait, je t'admets que ces temps-ci, je joue toujours à Metal Gear Solid 5, donc c'est ça. C'est celui qu'on a pris en commun, donc on peut dire qu'il est intéressant, vu que 2 joueurs différents l'ont pris. Ah, tu l'as pris aussi, le jeu? Ouais. Ah, intéressant. Non, je parle de crochetage et détection. Ah merde. Enfin, juste pour dire que Metal Gear, donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu stealth avant tout, donc là c'était parfait pour me mettre dans l'ambiance un peu plus féodale, hein, ninja quoi, plus époque Oedo. On parlera justement de l'univers qui est très très spécifique, qui est son propre truc même, hein. Mais voilà, donc les pouvoirs qu'on a choisis. Fred, justement, je crois que c'est la fin du numéro là. Je sais qu'on s'arrête juste avant de parler de l'aventure. C'est ça, on a nos persos, on a nos différences, et maintenant on va comparer nos aventures sur ce premier bouquin. Alors Fred, voilà, on arrive à la fin de ce numéro, mais on se retrouve très bientôt pour la première aventure de la Voie du Tigre, intitulée... Ninja! Non, la vengeance du ninja! Pardon. Avenger, c'est ça, hein? Avenger. Alors justement, pour vous dire, la musique que vous avez écoutée en arrière-plan pendant notre discussion sur l'univers de ce livre, voilà, c'est une bande originale composée par FaZe Neil Bucus, qui nous est offert par Megara. Donc merci Megara, merci FaZe pour ton excellente soundtrack de la Voix du Ninja, ce qui va parfaitement à l'ambiance, l'univers. Alors auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur plusieurs réseaux sociaux, comme notre Twitter, voilà, @toseti_prod, et aussi sur notre page Facebook, voilà, Toseti Productions. Ouais, exact, n'oublie pas que les lecteurs ils peuvent aussi nous écrire sur notre adresse de la sauce. Exactement, notre boîte mail, donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire à bureau@to-seti.org. Et voilà, et bien sûr, sur la page Facebook, comme j'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, à nous écrire si vous avez des recommandations, si vous avez des commentaires sur cet épisode, n'hésitez pas à partager. Et pour nous, ça sera un grand plaisir de vous les lire sur le podcast. Et Fred, justement, avant de s'échapper comme des ninjas, on va se balancer un petit morceau de Jupiter 8 qui s'intitule Ice Nunchaku. Bon flash bang au sol et on disparaît.